le travail que j'ai fait avant, tout mon travail académique, c'est sur le dialogue interculturel. J'étais anthropologue, théoricien du droit. Et puis c'était sur des questions on va dire, de droit, de gouvernance et de développement durable. On va dire comment vivre ensemble de manière responsable, mais dans un monde qui est pluraliste, avec des visions du monde différentes, avec des approches différentes. Puis ça posait toute la question du dialogue entre les systèmes de savoir. Et un des trucs dont on commence à se rendre compte quand on approfondit en tant qu'Européens d'autres traditions, c'est que forcément au départ ça nous parle énormément parce que ça nous donne, si on s'intéresse, ça nous donne plein de choses qu'on n'a pas. Mais les choses qu'on a, on s'en rend pas compte puisqu'elles sont naturelles pour nous. Et donc en fait pour moi c'est toute une deuxième étape en fait de me rendre compte à travers le dialogue avec mes amis chinois, indiens, etc. D'aspects en fait que nous on n'y a même pas pensé qu'en fait le côté européen nous apportait, enfin par rapport à notre culture, par rapport à nos approches, etc. Et par exemple sur les histoires de pédagogie, donc il y a une pédagogie qui est très bonne, qui est justement cette pédagogie de laisser les gens découvrir. C'est vrai, c'est magnifique. Et puis si on a le temps, ok, c'est magnifique. Maintenant, comme contrepartie, ça crée des situations où le maître a dit quelque chose, on ne remet pas en question. Tout le monde sait qu'il dit quelque chose qui est faux, mais on va répéter le truc qui est faux parce que c'est le maître qui l'a dit et que c'est comme ça. Et j'ai un de mes amis qui était pilote de ligne. Il racontait donc une histoire. C'était un vol qui s'est pratiquement crashé à l'atterrissage. Et qu'apparemment le copilote et le navigateur, les deux, avaient vu le truc venir depuis avant d'arriver. Je sais pas, il y avait un mauvais calcul. Mais le problème, c'était des Asiatiques. Et qu'il n'était pas question, en fait, pour le copilote et le navigateur, de mettre en question l'autorité du pilote, qui est l'ancien, qui pour lui, je sais pas, il n'avait pas vu, ou enfin, il considérait qu'il devait avoir vu, il devait avoir compris, et même si ça posait problème. Pourquoi je donne ces exemples très simples, après on peut les multiplier sur d'autres choses. C'est que la pensée critique, elle peut avoir un côté complètement destructeur. Et puis parce qu'on est en train de tout morceler, on regarde et puis on ne voit plus le tout, on ne voit plus toutes ces choses-là. C'est vrai. Mais quand on est parfois dans un contexte où, entre guillemets, d'après notre point de vue, ça ferait du bien d'en mettre un peu quand même. Parce que ça permettrait de balancer certaines choses. Mais c'est là qu'on se rend compte que la pensée critique comme ça, elle ne s'apprend pas non plus comme ça. C'est pas juste de faire aller dire l'inverse ou quelque chose comme ça. Il y a une méthode aussi de fonctionner. Et moi, vraiment, le travail interculturel, la beauté que je trouve dans le dialogue interculturel, c'est ça. Et c'est aussi dans le dialogue avec l'autre, de se rendre compte de plein de présupposés implicites, en fait, d'où on se situe. Au départ, on ne se rend pas compte. On est situé quelque part. Il y a Raymond Panicard, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui avait donné cette image des fenêtres. Il disait chaque culture, c'est comme une fenêtre qui nous permet de voir le monde. Plus la fenêtre elle est grande, et plus elle est bien nettoyée, etc., moins on voit la fenêtre. Puis vous, si c'est votre fenêtre, parfois je préfère même dire, vous avez, je sais pas, votre lampe sur le front, là, où que vous regardiez, vous allez voir. Donc en fait, votre fenêtre, normalement, elle vous donne pratiquement tout ce dont vous avez besoin. Vous imaginez même pas qu'il y ait autre chose que votre fenêtre. Toute votre vie, vous la vivez à travers votre fenêtre. Donc elle comprend tout. Elle vous donne votre explication du monde, il y a votre cosmovision dedans, il y a votre système politique, il y a tout est compris dans votre culture, dans votre fenêtre. Et après, vous rencontrez quelqu'un d'autre, lui, il regarde le même monde à travers une autre fenêtre. Donc oui, il regarde le même monde, mais il n'a pas la même perspective. Il voit les choses de manière complètement différente. On arrive en Chine, tout d'un coup, il n'y a plus de Dieu créateur. Il n'y a même pas un monde qui a été créé une fois pour toutes. Enfin, tous ces trucs, c'est pas possible. Enfin, et là, tout d'un coup, on commence à se rendre compte que donc, chez l'autre, il y a des choses qui manifestement ne sont pas comme chez nous. Alors après, est-ce qu'on veut le voir ou pas le voir? Est-ce qu'on veut approfondir? Mais au moment où on commence à approfondir, on essaye d'écouter ce que l'autre nous raconte de sa fenêtre et qu'on essaye un peu de rentrer dans la vision de sa fenêtre, on commence à se rendre compte à quel point, au départ, c'est juste que ça nous bouscule, on est mal à l'aise, etc. Pourquoi?
Je me dis, bah, tiens, j'avais des présupposés en fait dont j'étais même pas conscient et qui font que je suis complètement mal à l'aise là dans cet autre système, alors que les autres ne sont pas du tout mal à l'aise dans leur système. Ils le trouvent parfait et complet. Et ce travail-là, donc de déstabilisation, puis après de comprendre donc, en quoi est-ce que ça peut enrichir, en quoi parfois il y a juste des choix qui sont différents, c'est même pas que ça enrichit, mais on se rend compte que bah, en tant qu'être humain, tu peux fonctionner sur des modèles différents. Et après à toi de voir comment tu veux le faire. Ça, je crois que ça c'est un des gros défis. Et je crois que pourquoi je réagis même de manière un peu étendue, c'est qu'une des choses qui a tendance à me gonfler, hein, pour le dire comme ça, parce que j'ai passé beaucoup de temps en Inde, enfin moi c'était l'Inde et la Chine qui étaient les deux pays. La première année que j'ai passée en Inde, en fait c'était à l'université et j'étais dans la chambre c'était une chambre double, hein, d'un ami intouchable qui était leader politique intouchable, donc en fait il y avait tous les... On était au minimum entre 3 et 8 à habiter la chambre. Parce qu'en fait, tout le monde qui passait à Delhi pour faire... Mais ils habitaient chez nous dans la chambre. Donc de manière très directe, j'étais exposé, on va dire, au départ en Inde, la communauté intouchable. Et tout ce que le système indien leur faisait subir depuis je ne sais pas combien de temps. Puis c'est des réalités qui sont vraiment pas drôles. Après, j'ai les amis occidentaux qui aiment bien aller en Inde. C'est parfois un peu pour une recherche de se retrouver, puis de faire du yoga ou des trucs comme ça. Ah, qu'est-ce qu'ils sont spirituels, qu'est-ce qu'ils sont machin, qu'est-ce qu'ils sont ceci, qu'est-ce qu'ils sont cela. Alors je dis, c'est pas faux. Ça fait partie. Il y a ces aspects-là. Mais tous ces autres aspects de leur culture qui sont là aussi, est-ce que vous les voyez ou pas? Le fait de voir le pluralisme indien, c'était les questions sur lesquelles je serais, on dit c'est magnifique, enfin il y a les Sikhs, il y a les hindous, il y a les musulmans, il y a tout ça. Donc quand on habite dans la République une et indivisible, etc. en France, pas parce que j'étais juriste au départ, c'est pratiquement impensable de penser un pluralisme juridique tel qu'il peut exister en Inde. Donc quand on est dans ce contexte indien, on se dit waouh, qu'est-ce qu'on a à apprendre. Mais après, on commence à se rendre compte d'un truc. Je travaille sur les droits de l'homme, en fait, dans le dialogue interculturel, le côté de l'universalité, puis le relativisme culturel, etc. Après, on se dit oui, mais en Inde, pourquoi est-ce qu'il y a cette acceptation aussi du pluralisme? Parce qu'on considère que tous ces différents êtres, il n'y a pas d'universalité d'être humain. On est tous des différentes espèces. L'intouchable, c'est un animal sous forme humaine. Bien sûr qu'il n'a rien à voir avec moi, bien sûr qu'il doit vivre son truc. Un tigre, il est carnivore, une vache, elle est herbivore. C'est normal. Ça ne me pose aucun problème. Donc, bien sûr, laissons la vache rester vache et le tigre rester tigre. Laissons un brahman être brahman et un intouchable être un intouchable. Et quand petit à petit, j'ai commencé à comprendre que, donc, en fait, là où moi, j'interprétais sans réfléchir pluralisme, mais oui, mais au fond, on est tous des êtres humains. Il y a une base universaliste. Oui, mais celle-là, elle n'y est pas forcément dans une conception indienne. Donc là, tout d'un coup, je commence à me dire, waouh, avec tous les défauts que peut avoir l'universalisme occidental, avec tout le côté rouleau compresseur, avec tous ces trucs-là, enfin, ces dérives qui existent, on se dit, ah ouais, mais d'accord, mais attends, mais vachement important ce côté universaliste, en fait, aussi. Et donc, je me suis juste rendu compte avec le temps que donc il y avait des choses vraiment super positives qu'on a à apprendre, mais qu'une des choses positives que nous apporte le dialogue avec l'autre, c'est petit à petit aussi découvrir en fait tout un nombre de présupposés implicites auxquels on n'a peut-être jamais réfléchi sur soi-même, et qu'on commence à se rendre compte que ça ne va pas du tout de soi, et que si on a par exemple certains outils, rien que la manière dont on est en train de discuter, dont on est en train de débattre, dont on présente des idées, etc., il y a toute une histoire qui a fait qu'on est capable de le faire, qu'on est en train de manger ensemble. On serait en Inde, là, dans plein de contextes, on ne pourrait pas, parce que vous n'êtes pas de ma communauté, je ne peux pas, vous allez me polluer si je mange. On ne pourrait pas partager de la même manière qu'on est en train de partager là. Donc avec toutes les dérives qu'on a pu avoir avec la laïcité et tout ce genre de choses, mais en même temps, comment créer en fait un espace public ou du lien qui n'est pas du lien qui est basé sur du communautaire et sur du... etc. Et on ne se rend même pas compte. Mais tout ça, c'est des choses qui sont... Donc, je dirais,
ce qui serait dommage, c'est que si un est remplacé par l'autre, ou si tout le monde devient ce qu'ils appellent parfois, c'est pas du English, on parle pas du English, on parle du globish. Du globish, voilà. oui, du globish. Alors si tout le monde est en train de faire du globish, c'est terrible. Mais si on arrive effectivement à garder d'une part de toute manière on la garde, puisqu'on a tout le monde est ethnocentrique, on ne peut pas être universaliste, on est tous enracinés quelque part. Mais de garder ça avec, et ça je trouve que c'est un côté européen qui est très beau, avec une ouverture, on va dire, humaniste. Oui. Qui est de dire, oui, on est ça, et puis on s'ouvre, et puis on s'enrichit, etc. Là, c'est magnifique. Et là, avec les amis chinois, une des réponses, parce que j'ai parlé, le premier chinois, enfin le premier avec lequel j'ai parlé quand je pratiquais, c'était un chinois, quand je pratiquais là au bord de la mer. Alors lui, ça l'interpellait de voir un Européen là, qui faisait son tai chi. Il disait, moi, je peux pas. Enfin, lui, il a fait une carrière, il bosse beaucoup. Et en fait, alors nous, on parle des taoïstes qui disent la vertu de l'inutilité, c'est le vieux arbre qui est comme ça, et justement, c'est lui qu'on ne va pas couper, etc. Enfin, on voit toute cette importance de ne pas pousser, de pas... Il dit, moi, j'ai appris ça en Occident. Lui, avant, en fait, l'idée de même se prendre une demi-journée de vacances, il a dit, non, tu peux pas, tu bosses. Tu bosses pour toi, pour ta famille, et puis tu bosses pour ton pays. Parce qu'il a été bafoué avec la colonisation, etc. Et donc là, il faut qu'on rattrape. C'est notre retard. Il faut qu'on montre que nous, notre culture, elle vaut quelque chose. Mais par rapport à comment le montrer dans le monde moderne, il faut montrer qu'on a le succès. Et là, on se retrouve parfois dans des dynamiques assez interpellantes, parce qu'il y a des personnes qui vont retrouver aussi certaines des valeurs qui existent chez eux en repassant en fait par une autre culture. Et dans leur culture, parfois tu es en train d'essayer de te refaire une place qui t'a été prise en fait un certain moment. Et donc par rapport à ça, tu pars dans des tripes qui sont des tripes en fait qui au départ sont venues de l'extérieur et qu'on n'était pas du tout forcé de partir là-dedans. Mais c'est des dynamiques qui sont elles sont super passionnantes. Tu veux dire qu'on a de la chance d'être français, européen, occidental, d'une certaine manière. Je ne sais même pas si c'est chance ou pas chance. Je crois qu'on avait parlé avec Alexandra par rapport à la pratique, même de Tai Chi. Parce qu'Alexandra disait oui, mais donc si on voudrait vraiment pratiquer, il faudrait quand même à plein temps et dans un monastère ou un truc comme ça. Ouais. Je peux être dispensé. Et suivant dans une grotte, hein. Ah oui, aussi. Suivant dans une grotte. Dans les grottes, ça marcherait aussi. Mais, le truc, j'ai un sanglier sur le feu, excusez-moi. Le Gaulois. Mais le truc, c'est que je crois que la chose la plus fondamentale à comprendre pour tout le monde, c'est que chaque chemin, il existe uniquement là où vous êtes. Le chemin, il n'est pas par rapport... ça ne vous sert à rien à vous d'imaginer le cheminement qui pourrait être génial pour quelqu'un d'autre. Vous cheminez comment? Si vous êtes ici à Arcachon, alors vous pouvez vous dire, pour vraiment bien cheminer, il faudrait que j'aille en Chine, ok. Mais n'empêche que ça commence ici. C'est comment est-ce que je gagne l'argent, comment est-ce que je vais organiser le truc, comment est-ce que je vais trouver les machins, etc. Puis c'est toutes ces choses-là qui peuvent peut-être me mener en Chine. Mais n'empêche qu'au moment, maintenant, je suis à Arcachon. Et si j'ai mon truc, que j'ai un problème d'équilibre, j'ai un problème de genoux, j'ai un problème de ceci ou de cela, je ne peux pas me dire, ouais, si j'avais pas, je pourrais mieux pratiquer. Ça ne me sert à rien. Il faut que je me dise, ok, j'ai le corps que j'ai l'esprit que j'ai le temps que j'ai les moyens que j'ai, c'est avec ça que je chemine. Et même si vous passez votre temps à essayer de vous dire que c'est pas ce que vous avez, que vous préfériez avoir quelque chose d'autre, que vous êtes jaloux d'un tel ou que vous vous sentez meilleur qu'un tel, etc., c'est pas ça qui va vous faire avancer. C'est pour ça que je sais même pas si c'est bien ou pas bien que tu es français ou européen ou quoi que ce soit. C'est juste, t'es quelque chose. Et par rapport à ça, tu bosses. Et parfois, quand tu commences à bosser, tu commences à te rendre compte parfois. C'est pour ça que j'adore dire ça. Que la vie n'est pas un vide à remplir, mais une plénitude à découvrir. Mais une plénitude, c'est quoi? C'est une plénitude, c'est pas une plénitude qui a un but d'elle-même et pleine d'elle-même. L'exemple que j'adore donner, c'est que tu commences à approfondir certaines choses. Christophe, ok. On l'appelle Christophe. C'est bien, c'est Christophe, ok. Puis tu dis, Christophe, déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, Christophoros, le porteur du Christ. Ah ouais, c'est vachement chrétien, ça. Donc, si t'es un Américain,
C'est risqué. tu étais en train de te dire peut-être que là, tu peux pas plus blanc que ça. C'est parce que Jésus, il est blond aux yeux bleus, d'après eux. Ah bon Donc, oui, pour les Américains, c'est pour ça que je dis ça. Donc, Christophe, tu peux pas avoir un nom plus chrétien, plus machin. Je dis, moi, je suis pas, je sais pas quoi. Et puis après, tu commences à être interpellé. Tu sais qu'il y a des choses. Et puis tu te dis, mais comment ça se fait? Ok, c'est pas l'histoire de Saint-Christophe. Ça, on pourrait raconter une autre fois. Et tu dis, comment est-ce que ça se fait que dans les représentations de l'Église orthodoxe, Saint-Christophe est représenté parfois avec une tête de chien? C'est quand même étonnant. Qu'il y ait des dieux à la tête de toutes sortes de choses en Inde. Ok, mais je veux dire, chez nous en Occident, il n'y a pas beaucoup de saints qui ont des têtes non humaines. Donc on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? On commence à approfondir, on se dit, d'où ça vient? Et là, qu'est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte qu'en Égypte ancienne, il y avait Anubis, qui avait une tête de chacal. Il avait une tête de chacal. Et c'était quoi son rôle? C'était le passeur. C'était celui qui faisait passer les âmes décédées dans l'autre monde. Et Anubis, alors pareil, on peut dire, ok, d'accord, chez les Égyptiens, et il y avait les Grecs, chez lesquels il y avait Hermès, qui était quoi? Qui était le messager des dieux. Donc pareil, qui jouait ce rôle de lien et de messager. Et à un certain moment, pareil, alors on découvre qu'en fait l'Égypte et la Grèce, il y avait quand même beaucoup d'échanges, et qu'à un certain moment, il y a eu un culte qui a été le culte d'Hermanubis, qui était en fait une déité qui était un peu un mélange entre Hermès et Anubis. Et qu'en fait, toute l'iconographie de Saint-Christophe, donc c'est un personnage qui a existé, mais en même temps par rapport à sa représentation, on va dire, symbolique, en fait, c'est avec la christianisation qui s'est passée, en fait, on a plus ou moins donné le rôle de Saint-Christophe qui a remplacé, en fait, Hermanubis. Est-ce que mon nom a changé? Est-ce que mon truc a changé? Non. Mais tout d'un coup, je commence à me rendre compte que rien que le nom que je porte et ce qu'il contient en lui, il y a de l'Égypte, il y a de la Grèce, il y a tout ça dedans. Et tout d'un coup, je commence à me rendre compte qu'en fait, ce que je pensais même être, c'est vachement plus riche. Et si vous allez en arrière, on en parlait dans la voiture, les premiers êtres humains, on va dire, déjà sur deux jambes, etc., c'est 4 à 5 millions d'années quand même. Donc quand vous commencez à regarder un peu toute cette histoire-là, et vous dites, moi je suis l'aboutissement de ça, là vous commencez ça ouvre des perspectives qui sont complètement... et donc ça ne veut pas dire que donc, mon identité m'enferme dans quelque chose. Mais je vais toujours partir sur mon cheminement par rapport aux conditions dont je suis consciente et sur lesquelles je peux agir à un moment donné. C'est ça. Et puis petit à petit, quand je vais approfondir, je vais peut-être me rendre compte que les choses sont vachement plus vastes et que je peux petit à petit m'ouvrir à d'autres ressources, parce que je vais lire des choses, je vais apprendre une autre langue, je vais ceci, etc. etc. Mais il n'y a pas de cheminement hors contexte. Et je crois que là, le travail justement avec notre corps, c'est déjà un premier truc pour s'en rendre compte. Je peux imaginer tout ce que je veux sur mon corps. Quand je l'ai trop entraîné, ça fait un certain moment, après le corps il veut plus. Après on se dit ouais mais ça serait quand même bien de m'entraîner plus parce que si je m'entraîne plus je serais mieux. Oui mais quand le corps il dit stop, là c'est non, tu ne peux faire que ça. Sinon c'est lui qui va te mettre au lit. Voilà. Et ça c'est une des beautés que je trouve avec Tai Chi. C'est qu'on apprend concrètement à respecter d'une part ce qu'on est, de prendre conscience des limites et de faire attention à ne pas les dépasser, et en même temps petit à petit de découvrir les potentiels qu'on a et les manières qu'on a pour travailler, pour peut-être petit à petit les agrandir, ou petit à petit... Et ça je crois que ça c'est vraiment un truc, et physiquement ça ment pas. Je la sors souvent cette citation là de Arnold Schwarzenegger, parce que lui aussi nous avons exporté des philosophes dans le monde entier. Oui, je triche. Non mais c'est vachement profond le truc qui disait. On lui a posé la question à l'époque où il faisait le bodybuilding, qu'est-ce qu'il aimait dans le bodybuilding. Alors il y avait toutes sortes de choses, mais il disait un truc qu'il trouve vraiment génial dans le bodybuilding: Iron doesn't lie. La fonte ne ment pas.
Il dit tu peux aller dans ton truc là de gym et te dire je suis super fort et je vais lever, je sais pas, le truc à 100 kilos, je vais faire, etc. Et puis tu te mets, puis tu l'élèves pas. Donc tu peux t'imaginer tout ce que tu veux. Mais le truc c'est tu le fais ou tu le fais pas. Et le test, c'est pas comme ce que j'ai expérimenté parfois dans le monde académique, un peu parfois intellectuel, parfois un peu déconnecté. Ouais, une fois qu'on a compris comment on argumente, on peut argumenter toutes sortes de choses, mais est-ce que c'est un lien avec la réalité ? Alors que dans ces philosophies appliquées, quand on prend, je sais pas, des taoïstes ou bouddhistes ou quoi que ce soit, mais qui sont liées à des pratiques, le truc c'est... Ça aussi, je crois que je voulais raconter une fois, je crois que c'était à la radio, j'avais écouté une émission. Ils avaient invité en fait un spécialiste sur le taoïsme qui avait écrit des livres sur le taoïsme. Et je crois qu'il parlait de Lao Tzu. Et ça le nourrissait. C'était vraiment un truc, il était encore en train d'écrire un nouveau bouquin dessus. Et puis il disait tous les paradoxes de Lao Tzu. Alors souvent le non-agir, puis la non-pensée. Alors penser, la non-pensée, agir, le non-agir. Que de paradoxes, machin que ça, etc. Alors déjà j'écoute, je dis oui, non, attends, c'est pas un paradoxe. Toi tu mets ça en paradoxe parce que tu le mets sur un truc intellectuel. Mais quand je suis en train de vous dire il faut complètement se relâcher et garder la structure, vous dites c'est un paradoxe, il faut garder la structure et non, c'est pas ça, c'est juste par rapport à ce que vous êtes en train de pratiquer, c'est ce qu'il faut faire et on sait exactement de quoi on est en train de parler en fait quand on décrit cette réalité là. Et à un certain moment, donc il y a la dame qui faisait l'interview qui lui posait la question, qui dit alors donc voilà, donc vous pratiquez le taoïsme, tu sais, non, oula, tu sais, moi je suis un universitaire, enfin moi j'écris, et il rigole, donc il a un peu une autoconscience de soi-même, il dit et quel paradoxe d'ailleurs, n'est-ce pas, Lao Tzu qui nous dit que justement il faut vider la tête et remplir le ventre, et moi en fait je ne fais que continuer à réfléchir dessus. Alors tu dis, à un certain niveau c'est sympa, enfin c'est attendrissant d'une certaine manière. Et puis je dis pas que le travail qu'il fait n'est pas utile, parce qu'on a fait tout un travail d'histoire et de comment les idées se sont influencées, etc. C'est magnifique, ça peut aussi nous inspirer. Puis c'est des livres, peut-être que moi, je ne me rappelle plus qui c'était, mais ça se trouve j'ai des livres de lui à la maison et que je les ai lus et que ça me nourrit. Mais on se dit à un autre niveau, vous avez un prof, vous étudiez le gars, vous écrivez des bouquins sur lui parce que vous trouvez que c'est profond. Le gars, le truc qu'il vous dit, c'est laissez un peu vos livres de côté, pratiquez. Puis une fois que vous avez pratiqué, petit à petit, on peut aller plus loin. Et toi, en fait, tu crées toute une école, tu vas faire des cours, etc., sans jamais avoir mis en application le truc de base qui vous dit. Probablement, Lao Tzu, il doit faire brochette qui tourne, là, tu sais, enfin, c'est non seulement qu'ils n'ont rien compris, mais Mais il persiste. il persiste et c'est ça qu'il prêche en se référant à moi. Moi justement, j'ai essayé de leur dire que c'était pas ça le truc. Et c'est là qu'on se rend compte à quel point parfois, tu vois, l'approche intellectuelle, elle est super à nouveau importante. Enfin, je suis quelqu'un qui respecte énormément et je trouve que c'est vachement important. Mais parfois, elle peut nous amener dans des tripes. En fait, t'es dans ton trip et tu te rends même pas compte du trip parce que t'es tellement fort à argumenter que t'argumentes, t'as plein de raisons pour lesquelles tu justifies pourquoi tu fais ça. Et la question fondamentale qui est de dire, alors le grand maître sur lequel tu as écrit plein de livres, le conseil de base qui dit c'est de pratiquer, pourquoi vous n'avez jamais commencé à pratiquer? C'est quand même interpellant. Et c'est tellement évident, tu prendrais probablement un gamin justement qui n'a pas trop été formaté, c'est le premier truc, enfin ça saute à l'œil, en fait, tu dis c'est évident. Mais on arrive, plus t'es sophistiqué. Vous savez que les magiciens, j'aime bien la magie. Le public le plus difficile, c'est les gamins. Parce qu'ils ne sont pas encore... La magie, c'est basé sur la déviation d'attention, etc. Mais tu peux dévier l'attention si l'attention est déjà habituée à s'accrocher à certains trucs, etc. Mais quand tu as... je crois que c'est Suzuki qui a écrit le livre, je crois que le titre, c'est soit un chapitre ou c'est le livre « Esprit zen, esprit neuf ». Là-bas, c'est ça, c'est toujours avoir cet esprit de débutant. Alors, hop, je suis pas de préconception au départ, on en a forcément, mais on essaye de garder ça. Et un enfant, c'est ça, il sait pas encore, donc il dit, mais attends, mais tu l'as mis dans la main. Un adulte, moi je me rappelle, on était à un spectacle de magie à Paris,
Donc le gars, en fait, il demande au public, donc qu'est-ce que vous voulez que je fasse apparaître ou un truc comme ça. Et j'entends, j'écoute. Et il dit, ah, hop, il y a des gens qui disent un truc. Et puis donc lui il reprend, il dit, ah, je sais pas, carte, pof, il sort la carte, etc. Et là, sur un truc, je suis persuadé, sûr, enfin, etc. Il avait fait apparaître une banane aussi, mais personne ne lui avait demandé une banane. Mais lui, il avait fait, ah, banane. Pour la plupart des gens, toi, tu te dis, ah, soit tu n'as pas fait attention, ou alors tu te dis, ah, j'ai du mal entendre, enfin, ou j'ai pas entendu. Alors qu'en fait, non, personne ne l'a dit. Sauf que toi, tu es tellement entraîné à jouer un certain jeu social que tu vois, alors que le gamin qui n'est pas encore formaté de là-dedans, il dit, mais attends, il n'y a personne qui a une banane. Enfin, d'où qui sort la banane. Et ça, c'est des choses que, quand on ramène en fait, certaines philosophies en fait, à la pratique, ben, si on a un test, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas? Et si vraiment le truc, même en pratique, etc., ça marche pas, ben, on dit, ben oui, ben, peut-être que c'est une belle construction intellectuelle, mais elle n'a pas de réalité. Donc est-ce que j'ai vraiment envie de continuer à explorer un truc qui... par contre, si je vois que quelque chose me fait avancer, ok, ben alors je travaille. Mais là, on en arrive à ce qu'on disait tout à l'heure, peut-être que certaines choses peuvent nous mener jusqu'à un certain stade, et qu'après on dit, ouais, mais pour aller plus loin, c'est plus la même méthode. J'ai traversé la rivière, donc j'ai pris un radeau. Maintenant, il faut monter sur la montagne. C'est pas le radeau qui va me faire monter sur la montagne. Et même l'idée d'aller ramener le radeau avec moi, c'est pas une bonne idée. Je le laisse pour aller développer autre chose. Et ça, c'est un peu la beauté dans l'approche taoïste, c'est le changement. Je crois que c'est toi qui avais mentionné, enfin, ça a été mentionné tout à l'heure, le fait que tout change. C'est qu'il y a ce changement. Et comment est-ce qu'on s'adapte au changement? Comment est-ce qu'on accepte que le changement? Tu parlais des spirales aussi. C'est comment le truc tourne, on revient, mais c'est toujours autre chose. Et heureusement que Régula est partie, parce que là, elle aurait la tête qui explose. Hein.